C'est ça. Et je te parlerai Donc oui, demain. mesdames, messieurs, on se retrouve grâce à Midrash Tuda Manitou pour écouter les enseignements de Georges Spira, toujours sur l'histoire juive de Tunisie. Bechavod, Georges. Merci beaucoup, Johan. Voilà, bonsoir tout le monde. Eh ben, on va tout de suite commencer avec un bon carnet de famille. Ça, c'est sympathique et ça nous fait plaisir. Alors, d'abord, je voudrais annoncer la naissance d'un arrière-petit-fils chez nos amis André et Simone Greenspan, donc Mazel Tov. Et puis, un arrière-petit-fils tout neuf, puisqu'il date de ce matin, chez Ruti et Yitzhak Birman. Alors là aussi, c'est pas le premier, mais un grand Mazel Tov, on est content pour eux. Ça, c'est des bonnes nouvelles et on en prend plein si on peut en avoir. Ça, c'est pour notre carnet de famille. Voilà. Et puis, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. On a de nouveau plein de choses à raconter ce soir. Et un petit résumé de la dernière fois. Nous sommes au 18e, 19e siècle en Tunisie. On a vu les coutumes juives la dernière fois, la langue qui est l'arabe dialectal, mais qui s'écrit en lettres hébraïques. Et puis évidemment l'hébreu qui est utilisé aussi. On a aussi parlé du costume, de l'habillement pour les hommes et pour les femmes, un costume traditionnel, je ne vous repasse pas tous les noms de toutes les pièces de vêtements, excepté dans les milieux un petit peu plus modernes, un petit peu plus éduqués, un petit peu plus riches aussi, où on commence à s'habiller à l'européenne. Puis nous avons parlé de l'habitat, là aussi il y a des changements, c'est soit de grandes maisons avec beaucoup d'espace et dans des quartiers nouveaux, ou alors souvent de petites maisons très très pauvres avec une seule chambre pour toute la famille dans la hara. Donc voilà, rien de bien nouveau dans ce que je vous raconte ici. Puis nous avons parlé de la vie religieuse aussi, qui nous montre un strict respect des traditions religieuses, mais aussi un intérêt très grand pour le sionisme, à tel point que les gens un peu plus fortunés, certains vont en Israël en bateau, et il se trouve des gens qui y vont à pied. Et certains ne reviendront pas de ce périple parce qu'ils décèdent en cours de route, des personnes âgées. Tunisie, Israël, ça fait quand même une bonne petite trotte. Mais pour vous dire l'attachement des Tunisiens, des Juifs tunisiens à Israël. On a également parlé de traditions et de croyances et de superstitions qui petit à petit sont en perte de vitesse, mais qui sont encore prégnantes, notamment dans l'arrière-pays tunisien. Puis on a parlé de la vie communautaire, qui est toujours régie par un caïd désigné par le bey, mais au 19e, ce caïd est accompagné maintenant d'un conseil d'administration élu, et ceci à partir du 18e déjà, un conseil d'administration qui assiste le caïd dans ses prises de décision. Par contre, nous avons toujours encore deux communautés, les Touansa et les Grana, donc les Livournais et les Tunisiens d'origine. Et puis on a parlé des études. Alors les études se passent en trois cycles. Un premier cycle, une première étape au Talmud Torah pour les petits-enfants où ils apprennent à lire. Un deuxième stade où ils apprennent les prophètes, la lecture de la Torah et la traduction de toutes les tfilotes. Et pour les plus doués, ensuite, il y a le départ pour la yeshiva. Ça, c'est le système des études juives et des études pour tout le monde théoriquement jusque-là. En tout cas, c'était les études telles que ça se passait. Mais voilà que, d'abord, on ne fait pas vraiment preuve de pédagogie, il faut quand même le dire, dans les yeshivot ni dans les écoles. On n'a pas recours à la réflexion, on a uniquement recours à la mémoire. Mais ça nous vaut quand même des gens aujourd'hui qui connaissent toutes les tfilotes par cœur parce qu'on les dit à voix haute pendant les offices. Dans le monde séfarade, tout se dit presque à voix haute. Et ça nous vaut des gens qui connaissent beaucoup de tfilotes par cœur. Aujourd'hui encore, c'est tout à fait courant. Donc la mémoire, pas tellement la réflexion. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun enseignement de chol, pas de matière profane, ni mathématiques, ni de langue, ni de rien. Alors, de plus en plus de gens envoient les enfants dans des écoles plus modernes. Et il y a un Granat qui s'appelle Pompeo Soulema qui va ouvrir une première école en 1831. Et puis progressivement, il y aura des écoles, des ouvertures d'écoles modernes par des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, et dans lesquelles on distille une instruction moderne
on apprend, selon l'origine du groupe, soit le français, soit l'italien. Et puis ensuite, si on est un petit peu doué, ben, on part faire des études universitaires en Europe, quand la famille en a les moyens et que l'enfant en a les capacités. Alors évidemment, il y a autre chose qui va commencer à se dessiner. Là, 1878, c'est l'ouverture par M. Cazès de la première école de l'Alliance israélite universelle à Tunis, dans laquelle on enseigne le français et aussi un petit peu de nouvelles idées. Et puis évidemment aussi la lecture de l'hébreu et un petit peu d'histoire juive. Pas trop quand même, hein. Et puis je vous avais encore raconté la dernière fois la particularité de Parchat Yitro pour les juifs tunisiens, d'où vient cette tradition, de même que la fête des filles à Rosh Chodesh Tevet. Voilà ce que nous avons vu. Alors aujourd'hui, ben, on va continuer sur le même terrain. Mais avant de continuer, je voudrais vous mentionner, parce qu'on est très très proche de Pourim, et qu'il y a un Pourim de Tunis. Vous savez que Pourim, c'est l'histoire de la reine Esther et de Mordechai, bien, mais il y a pas mal de Pourim au travers des siècles qui ont été déclarés ou qui ont été acceptés par des communautés en raison d'événements malheureux qui se sont bien terminés de façon miraculeuse. Et il y a un Pourim de Tunis qui est... alors, il y a deux explications pour le même Pourim. C'est le Pourim El Hara. Il commémore une délivrance miraculeuse d'un danger mortel. Bon, je n'ai pas beaucoup plus de détails. Au XVIIIe siècle, la communauté de Tunis est menacée d'une condamnation collective suite à des accusations évidemment mensongères, vous vous en doutez bien. On parle d'exécution, d'amende, de destruction du quartier suite à ces accusations. Et au dernier moment, arrive un miracle. On ne sait pas trop d'où. Est-ce qu'il y a eu changement de pouvoir? Est-ce que c'est l'action des notables juifs? C'est possible. Est-ce que ce sont les prières? C'est la combinaison des trois. Toujours est-il que le décret est annulé et ce Pourim de Tunis est célébré le 24 Tevet. Alors, aux offices, il y a un texte spécifique, une petite Megillah de Tunis. Évidemment, comme dans tous les Pourim, il y a une Seudat Hodaya et la Tzedaka, et puis le récit de l'affaire qui a suscité ce Pourim. Il y a une autre approche un tout petit peu différente. Ça se passe en 1756, donc toujours au XVIIIe siècle. Pareil, des accusations très graves, et c'est simplement le bey qui intervient pour mettre fin aux menaces. Alors la communauté est innocentée et elle est sauvée contre toute attente. On ne s'attendait pas à un résultat aussi heureux. Et la suite, c'est comme je vous ai dit avant, la même chose, une Séouda, un texte qui relate les événements. En tout cas, voilà un Pourim de Tunis. Comme ça, il y en a toute une série. Il y a un Pourim de Fès pour des événements un peu similaires au XVIIe siècle, un Pourim de Tétouan au XVIIIe, un Pourim de Livourne au XVIe, Andrinople au XVIIe. Là, il y a eu une accusation de meurtre rituel qui a failli très très mal tourner. Je peux vous développer tout ça si vous voulez, mais l'essentiel, c'est de mentionner le fait qu'il y a différents Pourim, ce qui n'empêche que toutes ces communautés célèbrent évidemment le Pourim officiel que nous célébrerons dans une quinzaine de jours. Il y a un Pourim de Salonique, il y a un Pourim de Hebron au XIXe siècle, ça c'est relativement récent, avec des violences locales qui étaient importantes. Et il y a un Pourim de Carpentras, on fait un petit saut en arrière, au XIVe siècle. Donc voilà pour le Pourim de Tunis, puisqu'on est en Tunisie, je voulais quand même le mentionner. Et maintenant, nous rentrons de nouveau dans le vif du sujet. Alors, il y a eu un pacte fondamental, vous savez, qui dit que tous les citoyens tunisiens sont égaux, que tout le monde a les mêmes droits, etc. Un joli baratin traditionnel. Ça n'empêche pas que les Juifs subissent en permanence des discriminations. Des jeunes filles sont enlevées, converties de force à l'islam, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Les tribunaux sont particulièrement sévères et injustes avec les juifs. Par contre, quand il y a des vols ou des violences contre les juifs, il n'y a pas de répression, il n'y a pas de punition. Et cette situation qui est quand même très désagréable,
fait que pas mal de juifs vont essayer d'obtenir des patentes de protection chez des consuls. La patente de protection, c'est quelque chose qui est pas mal parce que s'il y a un problème, le juif est protégé par le consulat qui lui a donné une protection. Alors, pour avoir une protection, il y a deux conditions. Ben, il faut être riche, parce que ça se paye, ça s'achète la protection. Et il y a deux intérêts, pardon, pour le consulat. Il faut payer, donc c'est une rentrée d'argent importante. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le juif qui est protégé, le consulat va intervenir si jamais il a des ennuis. L'intérêt pour le consulat de protéger son juif, ça lui permet d'intervenir dans la politique intérieure de la Tunisie. Il s'infiltre comme ça par cette protection dans le système juridique, dans les décisions du bey, et il essaye donc de pénétrer le système politique tunisien. Alors, le bey de Tunis s'oppose à ce système de protection, et il dit que même un juif protégé reste sous la juridiction tunisienne, oui, mais pas n'importe comment, parce que justement, il y a cette protection. Toujours est-il que, à la veille du protectorat, le protectorat, c'est une protection pour tout le monde, d'autre chose. À la veille du protectorat, on a des juifs tunisiens qui sont protégés selon par la France, par l'Angleterre, par l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, la Russie ou la Grèce. Pourquoi je vous fais toute cette énumération? Parce que si tous ces consuls sont intéressés à fourrer un petit peu leur nez dans les affaires intérieures de la Tunisie, c'est parce qu'il y a un intérêt, évidemment. Et nous allons voir tout de suite quel est cet intérêt par la suite de l'histoire. Alors, il y a sous protection des juifs étrangers qui séjournent en Tunisie, et puis ou des juifs livournais, et des juifs tunisiens, évidemment. Alors, les juifs étrangers et protégés, très logiquement, soutiennent leurs pays respectifs. Ça, c'est évident. Quant aux juifs tunisiens, ils protestent de leur fidélité au bey, de leur fidélité au pays, mais ont une très très grande sympathie pour le pays protecteur et pour cause, ils ont tout intérêt à cette histoire-là. Et c'est là que va se mettre en place le protectorat. Ça, c'est une grande affaire. Le 12 mai 1881, il y a la signature du traité du Bardo. On appelle également ce traité en arabe Ksar Saïd. Je vous explique tout de suite son contenu. Au niveau des musulmans, il n'y a pas une opposition très très violente. Bon, pas très 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 content, mais enfin bon, ça passe à peu près. Par contre, chez les juifs, c'est l'enthousiasme. Ah, pourquoi c'est l'enthousiasme? Parce que, évidemment, ils pensent qu'ils auront de meilleures conditions sous la protection de la France. Ah oui, ben, tiens, tout à l'heure, je vous parlais de toute une série de pays qui accordaient leur protection aux juifs, et c'est la France qui a le protectorat. On va voir comment tout de suite. Donc, ils auront une meilleure protection sous le régime de la France, cette France des droits de l'homme, de l'émancipation des Juifs, et peut-être, si on a de la chance, on aura un décret Crémieux pour les Juifs de Tunisie. Ça ne viendra jamais. Mais c'est l'espoir des Juifs de Tunisie de tomber sous la coupe d'un décret Crémieux, donc de recevoir la nationalité française. Voilà. En tout cas, les Juifs espèrent là le début d'une ère de liberté et de progrès. En fait, cette colonisation de la Tunisie va avoir un effet en chaîne, une série de mutations à travers le pays qui affecteront profondément la vie juive, et nous allons voir ça dans la suite des événements. Alors, le traité du Bardo, il est signé entre le bey de Tunis et le gouvernement français. C'est un traité de garantie et de protection pour les Tunisiens. Il instaure un protectorat français sur la régence de Tunis
et toute la Tunisie, qui est sous souveraineté ottomane. Alors ça, c'est un truc assez compliqué. La Tunisie fait partie de l'Empire ottoman, un empire ottoman qui est mal géré, on le sait. On est là en 1881. Il y a un début de délitement de cet empire ottoman, et c'est pas encore la fin, mais ça commence à mal aller. Et donc, la Tunisie appartient à l'Empire ottoman et la France vient là-dedans poser son protectorat sur la Tunisie en ayant l'Empire ottoman en face d'elle comme interlocuteur. Le bey est obligé de confier tous les pouvoirs des affaires étrangères, de la défense et des réformes administratives au résident général de France. Donc, il se départit d'une grande partie de ses pouvoirs, affaires étrangères, défense et réformes administratives. Et puis, 2 ans plus tard, il y a les conventions de la Marsa. Et ces conventions de la Marsa vident littéralement tout le traité de son contenu. Le vide dans le mauvais sens pour le bey, puisqu'il lui enlève finalement tout ce qui lui reste d'autorité. Voilà. Le bey n'est plus qu'une potiche, et ces conventions de Marsa instaurent une administration directe de la Tunisie par la France. Bien, tout ça, tout ce paquet, Bardo et Marsa, 1881-1883, sera révoqué le 20 mars 1956, donc ça a duré quand même 70 ans, lorsque la Tunisie accédera à l'indépendance. Voilà. Et là, on rentre dans l'histoire tout à fait contemporaine. Alors pourquoi ce traité a été signé par le bey? Il faut quand même se poser la question. Ben, le bey, il est faible, clairement. Le pays est totalement corrompu. C'est quelque chose de récurrent dans ces pays. En plus, il y a une pression très forte des consuls européens. Je vous rappelle toutes les protections qui ont été accordées par toute une série de pays européens. Donc tous ces consuls font pression sur le bey. Et puis surtout, l'État est en pleine banqueroute, totalement otage de ses créanciers. Il n'arrive plus à s'en sortir. Et pourtant, il y a eu un grand vizir réformateur juste avant 1881 qui s'appelle Kereddin Pacha, qui a résisté à l'occupation étrangère, si vous voulez, et qui a réussi à remettre les finances à flot. Donc un homme compétent, patriote, qui a fait tout ça pour éviter cette situation. Mais il n'a pas pu l'éviter. Voilà. Alors, il y a aussi des raisons de politique européenne qui font que la France a obtenu ce protectorat. En réalité, il y a une concurrence entre les pays européens. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, d'autres un petit peu moins, la Hollande aussi. C'est la période des colonisations un petit peu partout. Enfin, ça commence. Voilà. Et l'Angleterre est d'accord à ce que, et l'Italie aussi, à ce que la France soit la protectrice de la Tunisie, mais avec une arrière-pensée. C'est que si on a accordé à la France le protectorat de Tunisie, la France ne pourra pas s'opposer au protectorat anglais sur certains pays, au protectorat italien ou allemand. Voilà toute l'idée. C'est du grand commerce diplomatique entre les pays européens qui se fait un peu sur le dos de ces pays d'Afrique du Nord. Alors, on accorde à la France de renforcer sa présence en Tunisie, avec un prétexte quand même, pas faire ça comme ça, soi-disant pour protéger sa colonie d'Algérie. Ah oui, parce qu'en Algérie, il y a quelques petits problèmes. On va voir tout de suite. Et en avril 1881, un monsieur que vous connaissez, qu'on a tous appris à connaître, monsieur Jules Ferry, le promoteur de l'école pour tous en France, envoie une armée de 24 000 hommes, soi-disant pour poursuivre des montagnards rebelles euh, qui, qui sèment des troubles en Algérie en se repliant en Tunisie. Ça, c'est le prétexte. Donc, ils viennent pour ça. Voilà. Et puis, comme par hasard, pour protéger dans les montagnes, on envoie une escadre navale, parce que les bateaux, ça grimpe en montagne, tout le monde sait ça. On envoie une escadre navale qui arrive devant Bizerte, qui tombe dans l'escarcelle française,
avant que cette escadre poursuive sur Tunis, qui va rapidement baisser les bras. Sadok Bey, il est acculé, il pense même à un moment donné, et ça c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on sait un petit peu moins, il pense à appeler au djihad. Ouais, en dernier recours, on va appeler à la solidarité du monde de l'islam contre la France. Finalement, il va y renoncer parce que c'est un peu vraiment trop risqué pour lui, donc il renonce à cette histoire-là. Finalement, il va se soumettre. Et ce qui devait être en fait une expédition punitive, encore une fois, les bateaux ont des ailes, donc ils peuvent voler en montagne, contre les montagnards Kroumir, se transforme en réalité en une conquête de la Tunisie sans aucune consultation de l'Assemblée nationale française. Ça, c'est important. C'est important à l'époque, ça l'était. On ne demande rien à personne, c'est le fait accompli. Alors bien y avoir un monsieur qui va protester, mais les choses sont faites, on n'en parle plus, c'est Clémenceau. Clémenceau qui va protester que Jules Ferry a envoyé une armée conquérir un pays sans aucune consultation de l'Assemblée nationale. Mais il faut dire aussi que cette conquête s'est passée sans douleur, donc on lui passe un petit peu cet écart de comportement. Voilà. Alors, cette conquête aura beaucoup de conséquences évidemment en France et sera, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un prétexte pour l'Angleterre pour conquérir l'Égypte et donnera naissance à une entente italo-allemande contre la France. Une époque où on fait des petites choses comme ça arrive. On fasse des associations un petit peu belliqueuses. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire des Juifs. Ça, c'est la politique générale. Mais si vous voulez, l'histoire des Juifs, elle est pas indépendante. Elle est fonction aussi de cette politique générale. Donc, j'ai posé le cadre. Maintenant, voyons voir ce que deviennent nos petits Juifs tunisiens. Au plan démographique, c'est toujours le même problème. On n'a pas vraiment de chiffres sérieux. On parle fin du 19e siècle, entre 30 et 60 000 Juifs. Ça, c'est assez vague comme fourchette. Euh, sur une population musulmane d'environ 1 700 000 personnes. Donc, ouais, ça fait pas beaucoup de juifs. La communauté tunisienne est une petite communauté, finalement. Petite. Et puis, il y a même 130 000 Européens qui habitent en Tunisie de façon définitive. Donc, la communauté juive, c'est pas grand-chose là-dedans. Il y a un premier recensement un petit peu plus sérieux qui est effectué en 1921 et qui fait ressortir qu'il y a 19 000 juifs à Tunis, ce qui en fait une belle communauté. 19 000 juifs, c'est un chiffre conséquent, et auquel on rajoute évidemment les juifs des autres villes. Alors, je vais vous donner le nom des villes où il y a des juifs. Je ne vous donne pas chaque fois les chiffres parce que c'est un peu fastidieux, juste pour les grandes communautés. Dans le nord, nous avons 1921 juifs à Bizerte. Un chiffre un peu conséquent. On en trouve à Béja, à Mateur, à Testour, au Kef, à Nabeul. Nabeul, c'est aussi assez important, c'est 1560 juifs. Soliman, ça c'est pour le nord. Dans le centre du pays, on en trouve à Sousse, ça c'est pour le coup une belle communauté, 2700 juifs. À Moknin, Madia, Monastir, Sfax, 2700 juifs. Kérouan, ah alors Kérouan, ça c'est intéressant. D'abord, là où je ne vous ai pas donné de chiffres, le chiffre de la communauté, c'est quelques centaines. 150, 200, 250 personnes. Mais Kérouan, c'est intéressant. Parce qu'à Kérouan, il n'y a plus eu un seul juif depuis 1057. Ça fait 800 ans, plus que 800 ans qu'il n'y a pas eu un seul juif à Kérouan. Et vous savez que Kérouan, on a vu ça en long, en large, était une grande communauté avec beaucoup de savoir, grand dieu Shiva, de grands personnages. Et c'est à la faveur du protectorat, parce que là, protectorat, hein, pas une protection individuelle, que les Juifs sont revenus à Kérouan et on en trouve en 1921 483. Bon, c'est pas très important comme chiffre, mais c'est la première présence de Juifs à Kérouan depuis plus de 800 ans. Dans le sud, on trouve des Juifs à Gafsa, El Ksar, Tozem, Gabès, un millier, El Hama et évidemment Djerba, où il y a 3000 Juifs. Grosse communauté.
très traditionnalistes. Zarziz, Medellín, Matmata, Tataouine et Ben Gardan. Voilà, ça sont des petites communautés, 100, 150 personnes. Dans tous les noms de villages ou de villes que j'ai cités, les Juifs sont présents depuis des temps immémoriaux, à l'exception de Kérouan, où ils étaient présents à la même époque, immémoriale, mais ont disparu au XIe siècle. Alors, les années qui suivent l'instauration du protectorat vont amener beaucoup de changements dans les activités des Juifs. On trouve toutes les activités antérieures, évidemment. Ils sont toujours au chouk, ils font du commerce, il faut de l'import-export, tout ça, ça ne change pas. Mais les Juifs sont polyglottes souvent, parlent plusieurs langues. Pas tous, mais certains. Et du coup, ils deviennent représentants ou d'entreprises de la métropole pour deux raisons. D'abord parce qu'ils parlent plusieurs langues, dont le français, souvent. Et puis, on va voir pourquoi d'ailleurs. Et puis, ils connaissent les traditions locales. Donc, ils sont un parfait intermédiaire entre des grosses entreprises françaises et puis des éventuels clients locaux. Donc, on les retrouve comme représentants d'entreprises et ils deviennent également agents de fabrique. Ça, c'est déjà un stade au-dessus. Et, euh, et puis, placiers, donc toujours la même chose de la vente. Voilà. L'agent de fabrique, c'est un personnage important, hein. C'est un homme qui a une surface dans les affaires. Et puis, ils s'établissent aussi petit à petit dans les nouveaux quartiers européens, parce qu'évidemment, ils gagnent un peu mieux leur vie, ces gens. Ils vont s'établir dans les nouveaux quartiers européens, et bien, ils vont servir cette population également. S'ils ne sont pas indépendants, ils seront vendeurs, caissiers, comptables. Ça a l'air de rien aujourd'hui. Ce sont des petits métiers, mais à l'époque, ce n'étaient pas des petits métiers. Un caissier, un comptable, un vendeur, c'était une profession qui les menait à une petite bourgeoisie. On va voir ça tout de suite. Par ailleurs, ils jouent un rôle extrêmement important dans le crédit. Là aussi, c'est pas nouveau, sauf que ça devient plus grand. Il y a de grands banquiers juifs tunisiens. Je vous donne deux noms qui rappelleront quelque chose à nos amis tunisiens, Cézanne et la banque B6. Alors, dans l'arrière-pays, les Juifs vont prêter de l'argent aux fellahs. Ça, c'est rien de nouveau non plus. Mais les taux sont extrêmement élevés parce qu'il n'y a pas beaucoup de garanties pour le remboursement de ces taux, de ces prêts. Alors la presse va commencer à parler d'usurier. Ah, tiens, 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 c'est pas très sympathique cette affaire-là. On parle d'usurier, voilà, sauf qu'il y a quand même des observateurs qui sont impartiaux et qui disent que oui, mais les banquiers grecs chrétiens qui prêtent aux fellahs prêtent exactement au même taux. Ils sont tout aussi usuriers, ou alors les deux ne le sont pas. C'est pas que les juifs, c'est aussi les banquiers grecs. Voilà, ça c'est petite histoire. Maintenant, les grandes banques françaises, elles aussi, ont des succursales en Tunisie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles recrutent la majorité du personnel chez de jeunes juifs qui ont appris à l'Alliance universelle. Ils ont surtout appris le français. D'abord, le français, et puis évidemment à calculer aussi. Le premier directeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était M. Cazès. Et ces jeunes qui ont appris à l'Alliance font de belles carrières bancaires, mais également dans des cabinets d'assurance qui sont créés par des compagnies françaises. On commence le système des assurances, c'était pas tout ça, c'est neuf, c'est nouveau au 19e, 20e. Voilà, des assurances, je ne sais pas si ça existait en Tunisie avant, mais voilà, on commence ce système-là et beaucoup de jeunes vont faire carrière dans des cabinets d'assurance. Et puis ils ont aussi des activités productives. Et là, c'est assez amusant. Il y a un enseignant, le professeur Pierre Lapie, qui note, écoutez bien, parce que la connotation antisémite, elle est magnifique. Pour de nombreux Français, cette vérité semblera paradoxale. Beaucoup d'Israélites travaillent de leurs mains. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est un type bien, ce Lapie. Mais rien à faire. Il y a un fond culturel anti-juif qui refait surface en permanence. C'est un chrétien, il ne faut pas l'oublier. Voilà ce qu'il écrit. Alors, effectivement, ils travaillaient avec leurs mains, les juifs, l'artisanat traditionnel, là, ça continue, ça ne change pas.
Ils sont orfèvres à Tunis, à Sousse. Ils sont Tarzi. Le Tarzi, c'est un tailleur-brodeur. Et leur spécialité, c'est de faire des gilets très, très, très joliment brodés avec un gros, gros travail manuel. Ça, c'est le Tarzi. En 1900, dans le chouk de Tunis, sur 60 tailleurs, 50 sont juifs. Tu as le marché là. Il y a des cordonniers, il y a des bourreliers. Tous les ferblantiers sont juifs. Ça, c'est assez curieux. Tous les ferblantiers sont juifs. Ils travaillent avec du fer blanc importé et ils fabriquent des lanternes multicolores, des cafetières à long manche ou des boîtes à sucre, des boîtes à gâteaux, etc. Donc, ferblantier. Et puis, il y a surtout des nouveaux métiers. Ça, c'est intéressant. On a vu des tailleurs tout à l'heure. Mais là, on a des tailleurs pour vêtements modernes. Ah, c'est pas la même chose. Un costume 3 pièces, NG là-bas, c'est pas tout à fait la même confection. Donc, des tailleurs pour des vêtements modernes. Il y a aussi des nouvelles techniques que les Juifs apprennent au contact d'ouvriers français qui viennent aussi avec le protectorat. On leur apprend les métiers d'ébéniste, de plombier. Oui, pas tellement d'installation d'eau. Jeter la pompe dans la cour essentiellement. Là, on a des adductions d'eau. Tapissier, électricien. Ah, ça c'est nouveau, l'électricité. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a découvert. Typographe, etc. Typographe, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. L'impression de journaux, ça existe depuis un petit moment quand même. Et puis, quand ils ont appris ces métiers, certains deviendront salariés d'Européens, ou alors ils se mettent à leur compte, comme indépendants, et commencent à travailler. Et puis, certains juifs vont participer au développement industriel. On en trouve à la tête d'entreprises assez importantes, là pour le coup, des minoteries, farine, des confiseries, des glacières. Alors, les glacières, ce sont des usines qui fabriquent de longs bâtons de glace qui pèsent une dizaine de kilos et qu'on empile dans une chambre qu'on appelle un frigo, mais qui est refroidi par, il n'y a pas de compresseur, par ces bâtons de glace. Et voilà, donc des glacières. Moi, j'ai encore connu des glacières à Mulhouse. Où il y avait encore, oui, toi, Routy, tu as connu, bien sûr. Voilà. Des huileries, des savonneries, des marbreries, des imprimeries. Et je vous donne quelques noms qui rappelleront peut-être quelque chose à nos amis. Il y a les minotiers Smadja, la confiserie De Paz, la glacière d'Izegui, une huilerie Galoucha, une savonnerie Lombroso et une briqueterie Belaïch et Castro. C'est simplement pour des juifs tunisiens qui auraient quelques souvenirs. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce ne sont pas que des juifs livournais. Vous savez que les juifs livournais étaient sensiblement plus aisés, plus fortunés que les juifs tunisiens. Oui, mais là, ça commence à changer. Il y a aussi des juifs tunisiens qui accèdent à ces industries ou à des situations de bonne bourgeoisie. Et puis il y a aussi, ça c'est intéressant parce que c'est pas courant, quelques grandes exploitations agricoles. Par exemple, des juifs occidentaux agriculteurs, il n'y en a pas beaucoup, hein. On ne pouvait pas acheter terre. Il y en a eu dans le temps en Pologne, ça nous l'avons déjà vu quand on a parlé de la Pologne. Là, il y avait de grands propriétaires terriens, mais en Allemagne, en France, en Angleterre, il n'y a pas de propriétaires terriens. Mais là, en Tunisie, oui, il y a quelques juifs qui ont de grandes exploitations agricoles. Et puis, le plus beau, il y a des juifs dans les professions libérales. Ils ont été formés dans des universités italiennes quand ce sont des enfants de Granat ou dans des universités françaises quand ce sont des enfants de Touansa. Et on les retrouve médecins, avocats, pharmaciens, donc les professions du haut du panier. Il y a d'autres juifs qui n'ont que le certificat d'études ou le brevet éventuellement. Donc ils ne sont pas partis dans les universités, oui, mais ils arrivent à se caser, comme clerc d'avocat, comme clerc de notaire.
Et puis, la majorité des employés de la Basoche sont juifs. Qu'est-ce que c'est que la Basoche? C'est un terme qui recouvre tous les employés dans le domaine de la justice. Avocats, notaires, clercs, huissiers, etc. Tout ce qui tourne autour de la justice a un terme générique qui s'appelle la Basoche et la majorité des employés de la Basoche sont des juifs là également. Donc on a une nouvelle société qui se crée, qui recouvre un petit peu ce qu'on avait avant, mais avec des nuances. D'abord, il y a une bourgeoisie, une grande bourgeoisie, de riches négociants, d'industriels, de propriétaires terriens, avec là une majorité de Grana, mais de plus en plus une présence de Twansa. Ça, c'est la première catégorie, le haut du panier. Vient ensuite une classe moyenne assez diversifiée, avec des commerçants du chouk, ceux qui ont des boutiques importantes, eh bien, ils arrivent à se hisser à ce niveau, des maîtres artisans, des, euh, euh, ceux qui pratiquent les nouveaux métiers qui sont bien payés, des employés de banque, de bureaux ou de magasins. On a une troisième catégorie, c'est une petite classe ouvrière, parce que dans les usines, ben, il faut des ouvriers. Et on a une partie de la communauté juive qui sont des ouvriers. Et puis, il y a quand même une masse de gens pauvres qui habitent essentiellement dans la Hara en Tunisie, mais ailleurs aussi, avec des activités peu définies, et c'est quand même le gros de une bonne partie de la population juive tunisienne. On en a une expression chez le docteur Berthelon, qui écrit, donc le docteur Berthelon est un Français qui est venu à la faveur du protectorat s'installer en Tunisie et qui écrit: la plupart des membres de cette communauté sont pauvres. Donc effectivement, l'accession à des belles situations, c'est quand même pas le cas général. Et puis nous avons le docteur Cohen Adria, lui c'est un juif évidemment, qui parle avec émotion des foules de juifs pauvres qui se tiennent à la porte du cimetière du Borgel pour recevoir une part des aumônes qu'on distribue lors des enterrements. Donc ça, c'est vraiment une description triste. Triste, mais c'est la réalité, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la situation économique, la répartition sociale, si vous voulez, de la communauté juive de Tunisie après le protectorat. Tout ça, ça a été possible grâce à une révolution de l'enseignement. Et ça, c'est un chapitre vraiment important. Euh, le protectorat entraîne évidemment un important mouvement d'occidentalisation. Cette occidentalisation va amener des changements dans le comportement et la manière de penser des juifs tunisiens. Et ça va être très, très, très fort et très violent. Très vite, ces juifs vont se détourner des écoles traditionnelles, le Talmud, Talmud Torah et la Yeshiva, pour aller dans des écoles modernes, à Tunis et dans d'autres villes. Nous avons vu l'Alliance israélite universelle ouvre une première école en 1878, une école de garçons, et cette école se développe. Et le 10 juillet 1881, 2 mois après l'instauration du protectorat, la signature du traité du Bardo, David Cazès, donc le directeur de la première école de l'AIU, fixe les lignes directrices du programme. Ça, c'est intéressant. Premier point, le français doit devenir la langue principale d'enseignement dans les écoles. Le français. Deuxièmement, créer à Tunis une école de filles aussi importante que l'école des garçons. Ça, c'est très important. Et nous allons voir pourquoi. Troisièmement, initier les jeunes à de nouveaux métiers par l'apprentissage. Bon. Et quatrième point, diriger de jeunes générations vers le travail de la terre par la création d'une école d'agriculture. Ça, c'est très curieux. C'est très curieux, ça va se réaliser et nous en parlerons tout de suite. Alors, le développement de l'Alliance se fait selon ce programme. En 1882, il y a une école de filles à Tunis. En 1883, il y a une école mixte qui ouvre à Sousse. En 1905, à Sfax.
et en 1910, une deuxième école de garçons à Tunis, dans la Hara, dans le vieux quartier juif. Terminé. On avance tout de suite. À noter, c'est très curieux, en tout et pour tout, il y a eu 5 écoles de l'Alliance israélite en Tunisie, c'est très peu. C'est très peu. Si on compare au Maroc, où il y a eu des dizaines d'écoles, c'est vraiment très très peu. Pourquoi? On y vient. Difficile par manque de moyens de s'installer à Bizerte, quand même une communauté importante, Béja ou Madia. Et alors, Djerba, ça a été tout simplement impossible. Parce qu'il y a 2 rabbins à Djerba qui se sont catégoriquement opposés à l'ouverture d'une école de l'Alliance parce que ça risquerait de détourner les enfants de la religion. C'est clair? C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. C'est pas tout à fait faux. Sauf que tout est dans la mesure, etc. Voilà. En tout cas, Djerba et les rabbins sont vent debout contre l'ouverture de cette école et ils s'y opposent catégoriquement. Donc 5 écoles, mais par contre 5 écoles dont la fréquentation ira vraiment croissante en permanence, à tel point que en 1914, il y a 3500 élèves scolarisés dans ces 5 écoles de l'Alliance israélite. C'est un gros chiffre, hein. 3500 élèves sur 5 écoles. Voilà. Alors, l'Alliance va aller plus loin. Il n'y a pas d'enseignement professionnel en Tunisie. Alors, l'Alliance décide d'aider à apprendre un métier manuel, parce que ça permet d'arriver à quelque chose. Donc, après la primaire, les enfants sont pris en charge, c'est important, tant sur le plan de la nourriture que des vêtements. Et ils sont placés dans des ateliers pour 4 ans d'apprentissage, comme menuisier, tapissier, forgeron, carrossier, horloger, électricien, peintre ou typographe. Donc, toutes sortes de métiers manuels. Et à la fin de l'apprentissage, soit ils sont employés chez le patron où ils ont appris leur métier, ou alors ils s'installent à leur compte comme indépendants. Et ce qui est intéressant, c'est que les familles pauvres vont envoyer leurs enfants, ne serait-ce déjà que pour bénéficier de la nourriture et des vêtements. Mais ça leur permet en même temps d'accéder à un certain niveau d'enseignement. Ils apprennent le calcul, ils apprennent le français, ils apprennent la lecture hébraïque, ils apprennent un peu d'histoire juive. Et ils ont un peu une formation un petit peu diversifiée. Il y a une autre innovation, c'est l'ouverture en 1895 d'une ferme-école à Djeddah. C'est tout près de Tunis. C'est pas rien. La IU achète 3600 hectares de terre. C'est un gros morceau, 3600 hectares de terre, pour apprendre la théorie et la pratique à des élèves qui sont internes dans un bâtiment qui est construit et où ils logent et apprennent. Seulement, à la fin de leurs études, alors non, déjà pendant les études, il n'y a pas beaucoup de candidats. Ça ne marche pas. Ils ne sont pas intéressés. Alors on va compléter les places libres par des jeunes juifs qui vont venir de Libye, du Maroc ou d'Algérie et qui vont donc apprendre l'agriculture en Tunisie. L'école va perdurer, mais il y a beaucoup de difficultés pour placer les jeunes dans des entreprises agricoles après. C'est assez compliqué, ils ne trouvent pas de boulot après leur formation. Toujours est-il que cette école va perdurer jusqu'en 1914, c'est la guerre, et en 1918, l'Alliance israélite va vendre le domaine et la ferme et arrêtera cette expérience. Voilà, alors, dans ces écoles de l'Alliance, on enseigne le programme de l'enseignement public français. Logique, tout à fait. Mais, en plus, on apprend l'hébreu et l'histoire juive pour assurer une certaine transmission de la culture traditionnelle. En plus, l'Alliance distribue des repas, nous l'avons vu déjà tout à l'heure, des vêtements, veille à la santé des enfants, et donc déjà en primaire aussi, les familles pauvres envoient leurs enfants, ne serait-ce que pour bénéficier de tous ces avantages. On a vu cette situation, rappelez-vous, quand on a parlé d'Ispahan.
de l'Alliance israélite à Ispahan, c'était la même chose dans toute la Perse. Et donc voilà, tout le monde à peu près envoie ses enfants à l'école. Sauf que tout le monde, tous les petits juifs ne vont pas à l'Alliance israélite. Il y en a un certain nombre qui iront encore dans des écoles de congrégation chrétienne. Ça, on ne comprend pas très bien pourquoi. Mais surtout, le plus grand nombre d'élèves ira dans les écoles publiques ouvertes par le protectorat français sur le territoire de Tunisie. Ils iront d'autant plus facilement dans ces écoles que le résident leur accorde d'être libres d'aller à l'école Shabbat et les fêtes. Donc, ils n'ont pas besoin d'être Mechalel Shabbat ou Mechalel les fêtes. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'ils aillent dans ce réseau des écoles publiques. Et donc, ils y vont, ils s'absentent ces jours-là, et les chiffres indiquent une scolarisation croissante, tant chez les filles que chez les garçons, entre 1889 et 1914. Cette scolarisation, alors évidemment, c'est très positif, il ne faut pas dire le contraire, mais ce sera aussi une rupture importante dans la société juive traditionnelle. En fait, dans la société juive, les petites filles n'allaient pas à l'école et restaient toute leur vie analphabètes. C'était la règle générale. Pas toujours, mais en règle générale. L'instruction des filles va les extraire du diptyque traditionnel, ménage et puis enfant, et vont pouvoir accéder à autre chose. Ça, c'est une vraie révolution. Dans une société qui est basée sur des principes anciens, traditionnels, et tout à coup, on vient donner un coup de pied là-dedans dans cette fourmilière. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait sans douleur. En plus, comme elles parlent le français, mais ces petites jeunes filles vont pouvoir épouser un jeune qui parle le français lui aussi. Donc, on va voir des jeunes couples qui se forment, parlant français les deux. C'est très important pour la suite des événements. Quand le français parlé par le père et la mère, pour la deuxième génération, ça devient déjà sa langue maternelle. Ce n'est plus l'arabe, c'est le français. Alors, ça n'empêche pas que, donc on le parle en lieu et place de l'arabe à la maison, ou au moins au même titre que l'arabe. On va continuer à le parler l'arabe, ne serait-ce déjà que pour pouvoir parler avec les grands-parents. Et puis, à l'occasion, on peut quand même en avoir besoin. Mais ça y est, le français supplante l'arabe dans les familles juives. Alors ça vaut pour les grandes villes. C'est évidemment pas la même situation dans l'arrière-pays, dans les petits villages, où là, la scolarisation se fera très lentement, le passage au français aussi très lentement, mais quand même, ça ira dans le même sens, mais à un rythme tout à fait différent que ce qui se passe dans les quelques grandes villes. Alors, d'abord, l'école primaire, c'est le premier stade. Rapidement, les jeunes petits garçons et les petites filles vont poursuivre au-delà jusqu'au certificat d'études, nous l'avons déjà vu, le brevet, le bac, et s'ils sont doués, ils iront en métropole pour des études supérieures, ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. La connaissance du français va également favoriser la diffusion de la culture française. Et le philosophe Pierre Lapille, le professeur dont je vous parlais tout à l'heure, note à la fin du XIXe siècle, écoutez, ça c'est vraiment très laudateur. La conquête des Israélites est facile. Il suffit d'ouvrir un cours ou une bibliothèque pour les voir accourir. La moitié du lycée français est israélite. La bibliothèque française et la bibliothèque populaire n'ont d'autres lecteurs que des juifs. Ah, ça c'est quand même assez fabuleux. C'est une vraie louange. Il n'y a que les Juifs qui soient intéressés à l'époque par la culture en Tunisie. Alors, il y a des corollaires, il y a des conséquences. Les jeunes Tunisiens, évidemment, jeunes générations se détournent de la culture juive traditionnelle progressivement. Elles restent vivaces dans l'arrière-pays parce qu'on est moins éduqués.
Et il penche vraiment pour la culture française, qui est un véritable passeport pour la modernité et pour une vie meilleure, évidemment. Quant aux juifs italiens ou les juifs granats, ils ont exactement le même processus dans des écoles italiennes, font des études supérieures dans les universités italiennes, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que leur influence, parce qu'ils étaient plus fortunés, plus puissants, moins nombreux, mais à une toute autre surface, leur influence petit à petit ne fait que diminuer parce que l'influence des Twansa éduqués monte. Donc, on va arriver à un rééquilibrage là, et au fur et à mesure que se forme une élite tunisienne de culture française, l'élite italienne va diminuer d'influence ou d'importance. Ce changement dans la culture et cette présence massive des Français, la scolarisation des jeunes générations aura toute une série d'effets, une véritable réaction en chaîne. D'abord, la langue. On l'a déjà vu, les jeunes savent de plus en plus le français, parlent encore l'arabe avec les grands-parents, oui, d'accord, mais entre eux, ils parlent le français. Et la deuxième génération apprendra déjà le français chez les parents. Donc ça devient une langue maternelle puisque c'est la langue qu'on parle à la maison. Voilà. Et cette évolution, alors ce sera évidemment moins rapide, encore une fois, dans les campagnes, pour toujours la même raison, mais cette francisation va se retrouver dans les prénoms. D'abord, on avait l'habitude d'appeler les gens d'un prénom d'origine arabe ou hébraïque, suivi de Ben et la filiation, ou alors un nom de profession. Par exemple, on a Yosef Ben Chai Sabag. Voilà. Et bien maintenant, Yosef, il va s'appeler Robert Joseph Yosef de Monsieur Sabag ou Sabag. Au début, on remplace Ben par 2, puis après, le 2 il va tomber, et ça va nous donner Robert Yosef Sabag. Voilà, francisation progressive des noms, mais c'est un phénomène qu'on connaissait en Europe aussi, hein. Tous mes copains et moi aussi, on a un nom français, puis on a un nom hébraïque, évidemment. Et en hébreu, je m'appelle Chaim Ben Meir, voilà, la même chose, mais j'ai un autre nom, un nom français, voilà. Alors, progressivement, on donne un nom roman, tout ça c'est facile à comprendre, et l'usage s'instaure de deux prénoms. Non, il y a aussi des changements sur les vêtements. Là, évidemment, la tenue traditionnelle va être très vite abandonnée et les hommes vont laisser tomber le pantalon bouffant, le gilet, etc. pour un complet veston béret, casquette ou chapeau melon. Voilà, comme on s'habille à l'européenne. Même chose pour les femmes, qui vont laisser tomber leur pantalon bouffant et leur habit traditionnel pour une jupe, une veste et un chapeau à fleurs ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, si vous cherchez un petit peu dans les bouquins, vous verrez d'anciennes photos de familles tunisiennes. C'est vrai aussi au Maroc et en Algérie, où on voit une photo de famille. Les anciens sont en tenue traditionnelle et les jeunes sont en tenue occidentale. On trouve exactement la même chose dans des photos de famille en Pologne ou en Russie. Les anciens sont avec un kittel et puis un streimel ou un chapeau, et les jeunes sont en complet veston avec une jolie cravate à l'occidental. Ce sont les mêmes phénomènes, les mêmes réactions et les mêmes résultats, évidemment. Changement de vêtements et changement d'habitat. Ah, ça, c'est beaucoup plus important, le changement d'habitat. Ça, c'est vraiment et je crois qu'après je m'arrêterai là, mais ça c'est important. Alors dès que possible, on quitte la Hara, évidemment, où c'est petit, il n'y a pas beaucoup de place, surpeuplé, et on va vers les nouveaux quartiers en périphérie. Dès la veille du protectorat, les plus riches habitent dans de nouvelles résidences dans le quartier franc et dans la ville moderne extramuros, en dehors des murs. Après 1881,
le mouvement s'étend à toutes les personnes qui, grâce à leur instruction, ont réussi à se hisser un petit peu sur l'échelle sociale et rentrent dans cette nouvelle bourgeoisie. Les nouveaux quartiers se développent le long de trois axes que nos amis tunisiens connaissent, l'avenue de Londres, l'avenue de Madrid et l'avenue de Lyon. On a le même phénomène dans les autres villes. Bizerte, Sousse, Sfax, un quartier nouveau se crée, plus confortable, etc., où les gens vont s'installer. Et il n'y a pas seulement changement de maison. Il y a un passage de la maison arabe avec des chambres qui donnent sur une cour à la maison occidentale, c'est-à-dire un appartement avec des chambres qui donnent sur un corridor, le tout dans un immeuble collectif. Ça, c'est un point extrêmement important dans notre développement. Parce que les familles tunisiennes étaient des familles nombreuses. Et traditionnellement, un jeune couple s'installait chez le père, dans une partie de la maison. Et donc, les grandes familles ne se suffisent pas de trois ou quatre chambres. Alors, en plus, rien n'est prévu pour installer une souka. Bon, ça, on règle le problème très rapidement. La souka, on s'adaptera en laissant tomber un petit peu les traditions. Un petit peu moins de souka, c'est pas très, très, très grave. Et ça va aller très loin, cette affaire-là. On change aussi de mobilier. On va mettre de grandes tables à la place des petites tables basses. Et ça aussi, il y a des armoires à la place des coffres. À la place d'un banc de bois, c'est un lit, un vrai lit. Et chez les plus riches, on va trouver une salle à manger Renaissance ou un salon Louis XV. Bien. La grande table, elle est importante parce que la grande table, la femme va venir s'asseoir avec son mari pour manger. Et elle va rehausser son statut social. La femme ne mangeait pas à la table de son mari. Elle avait une autre petite table. Normalement, elle mangeait après le mari. Et là, voilà qu'elle mange en face de son mari sur la même table. Ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est un bouleversement dans les traditions et dans la structure de la famille. Et les loisirs aussi sont impactés par cette modernisation. Le français donne accès aux journaux, aux livres, aux bibliothèques, au théâtre, à la musique occidentale, c'est-à-dire les opéras, les opérettes, et à l'occasion même à de la musique un petit peu plus légère, plus populaire, dans les brasseries où on va un petit peu s'encanailler. On s'intègre à la vie culturelle et artistique des colonies européennes et de coup, va se détourner de plus en plus des traditions culturelles judéo-arabes. Encore un petit point, après je vous laisse tranquille, mais je voudrais terminer sur cette histoire d'appartement parce qu'elle est importante. La famille juive se transforme, c'est ce que nous avons vu. On se marie plus tard en évitant la consanguinité. Très souvent, on se marie entre cousins parce qu'on connaît la famille, on connaît toute les générations depuis 10 générations. Donc, on reste en famille, voilà. Et puis maintenant, surtout, le jeune couple n'habite plus avec les parents, ce que nous avons vu tout à l'heure, faute de place. Et ça va changer considérablement la hiérarchie familiale. Il y avait le pater familias, le père de famille, le chef de famille, qui gère sa tribu, au sens pas du tout péjoratif du terme, la grande famille. Et il avait autorité sur le jeune couple. Et ça, c'est terminé. Progressivement, il aura de moins en moins d'autorité. C'est-à-dire que toute la structure familiale, d'éducation, d'enseignement social va se, elle va pas se déliter, elle va se transformer. Mais le rapport d'autorité du père va être considérablement écorné. Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses que nous verrons la semaine prochaine. Ah oui, alors, je disais la semaine prochaine, parce que dans 15 jours, c'est à Annie Tester.
Alors, pour les Hiérosélomites, c'est pas un problème de faire court le soir, puisque c'est pas Pourim pour nous. Mais je vois mon amie Lydia à l'écran, et puis d'autres quelques, et Brigitte à Ashdod, qui sont pas à Jérusalem et qui, eux, ont Pourim lundi soir. Donc, on a décidé d'avancer le cours de 8 jours. Le cours qui devrait avoir lieu dans 15 jours aura lieu la semaine prochaine, lundi soir. Même heure, mais vous serez avisés pour que nos amis non hiérosélomitains puissent fêter dignement Pourim. Voilà, voilà pour ce soir. Et si vous avez des cours, des questions, je suis là. Merci Faut beaucoup. ouvrir les micros. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Ça va? Ça va? Bonsoir Lydia. Lydia, Bonsoir. cet après-midi, Bonsoir. cet après-midi, c'était terrible, hein. C'était assez laborieux, oui. Oui, mais ça, c'est pas dramatique. Mais du coup, j'avais trop peu de temps pour exposer mon machin. C'était trop compliqué, les gens ne suivaient plus, hein. Non, mais on a appris beaucoup de choses quand même, hein. Ouais, mais la moitié est restée dans mes cartons, hein. C'est une histoire intéressante, mais j'étais trop bousculé là. Je suis pas content de mon cours. Pas du Non, tout. mais nous, on était contents. Bon, bah là, c'est l'essentiel. Très D'accord. bien. Très bon coup. Georges, Oui, c'est le cimetière du Borgel. oui. C'est pas Borgel, c'est Ah, pas Borgel. Borgel. Excusez-moi pour ma prononciation alsacienne de l'arabe tunisien. C'est pas l'arabe. Borgel était le nom d'un des grands rabbins. Oui. Perpétrés par l'ultra-gauche. Troisième rapport, le rapport de la gendarmerie nationale, qui pointait l'intensification des méthodes violentes de la gauche radicale. Je vais m'arrêter là. Merci, bonne Je ne soirée. sais pas de quoi il s'agit, mais c'est pas grave. Et qui précisément C'est une radio en fond. non seulement Voilà. Pas d'autres questions? de la part de l'ultra-gauche et le rapport de la gendarmerie. Merci. Bon, Bonne alors on se nuit. voit la semaine prochaine pour la suite À la des semaine événements. prochaine. Merci Au revoir. beaucoup de votre patience. Chodesh Tov. Merci. Et traité À bientôt, Shavua bonne Tov. semaine et Chodesh Tov à tout le monde. Chodesh Chodesh Tov. Tov. si Oh, it was Chodesh tonight, yeah. Oui, c'est Rosh Chodesh. à concevoir brutal dont font preuve certains militants d'extrême gauche avant-hier, jeudi soir, mais de manière générale. D'abord, en effet, des témoignages sortent. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. Et je peux Bonsoir tout parler le monde. du phénomène qu'il y a eu à Djerba. Ah. Bonsoir, c'est Ariel au télé. Je me retire dans mes appartements. Allô? Oui, Ariel, on peut parler? oui, 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 tu peux. Voilà. Alors, j'avais assisté une fois à une conférence au centre des Juifs d'Irak, ici en Israël, à propos de ce qui s'était passé à Djerba et à Bagdad aussi à l'époque. Il y a eu le même phénomène. Et il y a quelqu'un qui est devenu bien sûr journaliste qui était là-bas à l'époque. Et ils sont allés voir le Hacham Bashi, n'est-ce pas, le grand rabbin de Bagdad, pour Oui. lui dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit il faut sortir une fatwa pour interdire ça. Il a dit, bon, ben, je vais aller à l'école, voir ce qui se passe. Et alors, je sortirai un psaq-din. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après, son fils à lui est rentré dans cette école moderne. Ah, d'accord. Des années après, ils sont allés le voir parce qu'on avait commencé à ouvrir une école pour les filles. Oui. Alors, là, ça ne va pas du tout, on va aller voir le Hacham Bashi. Hacham Bashi, il a dit, écoutez, je vais aller voir et après, je déciderai. Le lendemain, sa petite fille est rentrée dans l'école des filles. Mais il avait donné son psaque d'In, hein. Il avait caniré une argacha, un sentiment que d'abord, comme nos rabbins, ils faisaient le marché pour leurs femmes, des fois ils cuisinaient aussi, alors ils savaient qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est des- Et donc, l'histoire de rentrer dans la modernité, mais pas dans la scala, si je peux faire cette différence. Donc, même à Bagdad, ça s'était passé de cette nécessité d'avancer dans un certain monde moderne pour échapper. Et c'est pour ça que des fois, quand je parle avec des gens qui n'aiment pas trop Kiyar Kol Israël Chaverim, alors je leur dis après la Deuxième Guerre mondiale, Kiyar c'est Kol Israël, Yesh Lahem, Helek Le'olam Haba. C'est-à-dire que le fait d'être entré dans la modernité a creusé un fossé énorme entre les populations arabes locales qui ont arrivé à l'indépendance et les juifs. Et comme ils ne voulaient pas retourner au statut de dhimmi, ben,
Voilà, cette modernité Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le avec le problème prix de la qu'il y avait. modernité, et Il y a Dieu un sait prix, que. l'assimilation et tout ça, n'est-ce pas? Mais la survie de la nation, c'est Mais un oui, prix mais la important. modernité est une bonne chose à condition qu'elle soit maîtrisée et Oui, inscrite dans un environnement juif, oui, culturel juif, et pour permettre la transmission des traditions. oui, oui. C'est pas incompatible, mais les rabbins avaient peur. Beaucoup de rabbins avaient Je peur. comprends, Même aujourd'hui, il y en a qui ont peur, bien sûr. puisqu'il y a des écoles où on refuse d'enseigner quoi que ce soit de Chol. Ici à Jérusalem, Oui, aujourd'hui. oui. Donc C'est c'est qu'ils un sont petit peu ennuyeux quand même. incapables comment on appelle-t-on ça, Moi, j'ai fait une année de service militaire en France avec beaucoup de respect de la part des officiers qui étaient là-bas. J'étais aussi attaché à l'aumônerie militaire et j'étais chauffeur de camion berlier 15 tonnes. Et tous les jours, je me faisais à manger, mais mes parents, ils nous avaient préparés à ça. Ils C'est nous avaient ça. préparés. Ils sont incapables de préparer leurs jeunes, leurs élèves, leurs étudiants à affronter la vie à l'extérieur. Non, C'est tout à fait. dingue. Tout à fait. Et je le vois autour de moi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci, merci. Voilà, Chodesh Tov. Chodesh Tov, oui. Bon, ben voilà. Je sais pas ici où il est notre ami, mais bye bye. תודה רבה, יישר כוח. Tada à vous. Tada à vous. Merci beaucoup. כל טוב. À la semaine prochaine. בעזרת השם.